Bonjour Maude. Lors de notre précédent échange, tu nous as présenté de manière sommaire les textes actuellement discutés à la Commission européenne et en cours de finalisation. Trois éléments essentiels de ce que tu nous as présenté. Premièrement, c'est que ces textes vont être finalisés et seront appliqués dès 2025. Deuxièmement, que finalement tous les acteurs impliqués dans le processus de fabrication de ces systèmes IA, je pense notamment à ce que tu disais, les fournisseurs, distributeurs, importateurs et utilisateurs, auront une part de responsabilité dans la mise en œuvre de ces textes et dans le contrôle et suivi bien évidemment. Et enfin, le troisième point, c'est que dès lors que vous prévoyez de distribuer ou commercialiser ces systèmes sur le sol européen, vous devez être en conformité, indépendamment du lieu de production initial. Maintenant, je te propose d'échanger sur la manière dont la Commission européenne a approché la notion de risque sur ces systèmes IA. Alors justement, le projet de règlement sur l'IA, il est construit sur la base d'une approche par les risques. On distingue 4 catégories de systèmes d'IA. Les systèmes d'IA à risque inacceptable qui sont interdits, les systèmes d'IA à risque élevé qui sont soumis à des exigences strictes de conformité, des systèmes d'IA à risque limité qui sont soumis à des exigences moindres et principalement à une obligation de transparence, et des systèmes d'IA à risque minimal qui sont eux-mêmes soumis à des recommandations de conformité. Alors, imaginons qu'un de nos clients qui est dans la commercialisation de produits de luxe ait une idée finalement de mettre en place une application, un système basé sur l'IA à l'entrée de ses magasins pour filtrer les individus notamment sur la base de leur style vestimentaire, de la reconnaissance faciale, par exemple, est-ce que j'ai mis une montre de luxe ou pas, etc. Et faciliter l'accès aux individus qui présentent, on va dire, une probabilité d'achat très élevée. Donc donner une sorte de notation sociale à des personnes. Est-ce que selon toi, un tel système est envisageable? Alors, le règlement énumère une liste limitative de systèmes d'IA interdits, ceux qui permettent la manipulation mentale avec des effets sur son comportement, ceux qui exploitent les vulnérabilités des personnes, les systèmes qui sont destinés à évaluer ou établir la notation de personnes en fonction de leur comportement social ou de leurs caractéristiques personnelles, et ceux qui permettent l'identification biométrique dans les lieux publics à des fins répressives. Donc, tous ces systèmes-là sont considérés comme à des risques inacceptables et interdits. Donc, si je reprends ton exemple, le système de notation relèverait donc a priori des systèmes d'IA interdits. Je dis a priori parce que la liste des systèmes est actuellement en cours de discussion au Parlement européen. Mais concrètement, quelle est la différence avec les systèmes à haut risque alors? Alors, première différence, les systèmes d'IA à haut risque sont des systèmes autorisés. D'accord. Ils sont répartis en 2 catégories. On va voir d'un côté les systèmes d'IA qui sont des composants de sécurité de produits, et ensuite on a les systèmes d'IA autonomes. Donc sur les systèmes d'IA qui sont des composants de sécurité, eh bien, ils ne peuvent être mis sur le marché que si le produit lui-même a fait l'objet d'une évaluation de conformité par un tiers autorisé. Et donc, la conformité du système va être évaluée lorsque l'évaluation globale du produit va faire l'objet d'une évaluation. Donc, c'est par exemple le cas des jouets, des équipements de certains véhicules, des dispositifs médicaux. Et donc, c'est une fois qu'ils seront considérés comme conformes que les produits avec les systèmes d'IA pourront être mis sur le marché. Donc, s'agissant des systèmes d'IA autonomes, alors, ils sont énumérés dans une liste. Cette liste a été établie en prenant en compte la fonction qui est exécutée par le système d'IA et le but dans lequel ce système va être utilisé. Alors, des discussions sont en cours pour savoir, par exemple, si les systèmes d'IA qui ont une finalité générale sont ou non concernés, parce que ces systèmes d'IA à finalité générale, finalement, vont être le cœur de plein d'autres systèmes d'IA. Tout à fait. Donc aujourd'hui, dans cette liste, on a des systèmes qui sont répartis par domaine. Les domaines, c'est l'identification biométrique, la gestion des infrastructures critiques, les systèmes qui sont dans l'éducation et qui, par exemple, permettent d'évaluer les étudiants, les systèmes dans l'emploi qui sont capables d'aider au recrutement ou même d'évaluer des salariés, et les systèmes qui permettent l'accès à certains services privés ou publics, comme par exemple les mécanismes de notation de crédit. Mais du coup, dans ce cas, à quelles conditions ces systèmes IA à haut risque sont-ils autorisés?
Alors, ils sont autorisés sous réserve qu'ils respectent un certain nombre d'exigences, principalement techniques, comme d'ailleurs la majorité des produits qui sont mis sur le marché. Les puces, les voitures, les claviers sont eux-mêmes soumis à des exigences techniques. Donc, parmi les principales exigences pour les systèmes d'IA au risque, on peut retenir la mise en place d'un système de gestion des risques. Pour les IA apprenantes, on retient la mise en place d'une gouvernance très détaillée des données. La mise en place de login, voilà, pour suivre le fonctionnement du système d'IA tout au long de son cycle de vie et après sa commercialisation. La mise en place évidemment d'un contrôle humain et la rédaction d'une notice d'utilisation destinée aux utilisateurs pour les informer du niveau de fiabilité du système et les spécifications de l'apprentissage sans toutefois que ça révèle ce qui relève du secret des affaires. Alors, parmi ce que tu viens de dire, il y a pas mal d'éléments qui me parlent. Si je dois donner une déclinaison technique donc des différentes exigences que tu viens de mentionner, premièrement, sur un système d'évaluation de risque, aujourd'hui, techniquement, on a des solutions. On a par exemple Microsoft Dashboard AI, solution cloud, qui nous permet d'évaluer ces risques-là. On a des solutions open source, telles que Fairlearn, qui nous permet aussi d'aborder la notion de risque. Sur la partie logging et journalisation, ce que nous conseillons par exemple à nos clients, c'est de mettre en place des solutions, un framework autour du MLOps. Donc, c'est-à-dire contrôler toutes les phases de training, de build, d'évaluation, de monitoring des modèles qu'on met en production par exemple. Et donc le troisième élément que tu mentionnais, c'est le contrôle humain. Effectivement, c'est un bon point parce qu'on a pu observer certaines dérives et je pense qu'avec ce type de mécanisme-là, notamment sur les chatbots, ça éviterait certaines dérives qu'on a pu observer, notamment le bot Taylor. Une question pour toi, Maud, c'est concrètement comment on contrôle ces exigences pour la mise sur le marché, notamment des systèmes à haut risque. Alors, pour les systèmes d'IA autonomes, il est prévu un mécanisme qui consiste à faire évaluer la conformité des systèmes, soit par un organisme notifié, donc un organisme tiers tel que l'AFNOR ou le LNE, soit il est possible de recourir à une procédure d'auto-évaluation, sous réserve qu'il existe des normes ISO, voilà, qui fixent un référentiel qui prenne en compte toutes les exigences du règlement sur l'IA. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de normes ISO sur l'intelligence artificielle qui sont en cours d'élaboration. Voilà. Mais dans tous les cas, l'évaluation de la conformité du système, eh bien, elle est faite par rapport à toutes les exigences prévues dans ce règlement et ça permet d'obtenir ce qu'on appelle une évaluation de conformité et un marquage CE. C'est le fameux logo qu'on peut voir sur un certain nombre de produits et qui permettent d'attester de cette conformité. Et finalement, une fois que les entreprises se seront dotées de moyens humains et technologiques, notamment pour appliquer ces textes, pendant combien de temps sera valide, on va dire, les certifications, les attestations qu'ils auront pu effectuer? Alors la durée qui est prévue, c'est 5 ans. D'accord. C'est clair, je pense qu'en 5 ans, on est en capacité de lisser l'effort dans différentes équipes. Maintenant, nous avons parlé de systèmes interdits, nous avons parlé des systèmes à haut risque. Qu'en est-il des autres? Alors, pour les autres systèmes d'IA risque limité et minimum, ils sont soumis à des exigences moins importantes et donc principalement, il faut retenir l'absence de mécanismes d'évaluation de conformité. Pour les systèmes d'IA risque limité, le texte prévoit que les fournisseurs d'IA sont soumis à des obligations de transparence. Donc sont notamment concernés les systèmes d'IA qui sont susceptibles de détecter les émotions ou de faire des trucages vidéo ou par exemple les chatbots. Et donc, il va falloir informer les utilisateurs qu'ils échangent avec un système d'intelligence artificielle. Et pour les systèmes d'IA risque minimal, les fournisseurs d'IA, donc les développeurs, sont encouragés à se conformer à des codes de conduite. Et s'ils le souhaitent, à l'ensemble des exigences qui sont prévues pour les systèmes d'IA au risque. Si tu te souviens bien de ce qu'on disait dans la première vidéo, notamment sur le fait que ce texte soit perçu comme un ralentissement à l'innovation, cela veut dire que finalement, à chaque fois qu'une entreprise veut tester une idée sur le marché, elle doit être certifiée. Est-ce que selon toi, il n'y a pas un risque de ralentissement effectivement de l'innovation? Alors non, parce qu'il est prévu, en tout cas dans le texte, des bacs à sable réglementaires qui vont permettre des tests avant la mise en place sur le marché. D'accord. Une fois que les entreprises auront finalement passé un ensemble de tests, mais certaines ne seront peut-être pas prêtes d'ici 2025, je rappelle, les textes sont appliqués en 2025, as-tu une idée des sanctions courues si on ne respectait pas la réglementation arrivante? Alors les sanctions, elles sont construites comme le RGPD. Elles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Et il appartiendra à chaque État membre de déterminer effectivement l'applicabilité de ces sanctions. Les amendes qui sont d'ores et déjà prévues sont des plafonds et elles varient selon les non-conformités au règlement. Donc on va avoir, selon que ce soit la mise sur le marché d'un système d'IA interdit, que ce soit des systèmes d'IA à haut risque qui ne respectent pas les exigences, ou la même chose pour les autres systèmes d'IA. Et le montant, les plafonds des amendes administratives qui sont prévus vont de 10 millions à 30 millions d'euros ou jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Et de ton côté, comment on peut se préparer concrètement à l'application de ce texte? Alors, je pense que comme tout changement dans une entreprise, il faut aborder la question sous 3 axes. Le premier axe, acculturer. Le deuxième, c'est former. Le troisième, c'est équiper. Acculturer parce qu'on a besoin de sensibiliser les gens, les métiers notamment, sur les textes arrivants, sur les changements sur les projets existants, sur le backlog, etc. etc. Deuxièmement, c'est sur la partie formation. On aura besoin de cartographier quelles sont les compétences d'entreprise actuelles, quelles sont les nouvelles compétences dont l'entreprise aura besoin pour notamment appliquer cette nouvelle réglementation. Et enfin, le troisième point, c'est équiper. On a acculturé, on a formé, il faut donner les moyens aux différents métiers d'appliquer justement ce pourquoi ils ont été formés. Donc voilà, c'est ce que nous, chez Selensa en tout cas, nous accompagnons différents clients à travers notre vision Smart Business sur ces 3 axes. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur les textes européens, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en commentaire. Merci.